Alors bonjour à tous, deuxième vidéo qui va concerner le concept de télos, et donc dans une vision plus large la téléologie, et en quoi, qu'est-ce que signifie déjà premièrement ce concept, comment il s'articule dans l'histoire, quels sont ses défendeurs, ses défendants, et en quoi le télos se trouve être encore pertinent à notre jour, dans les périodes actuelles, et en quoi il se trouve être encore, je dirais, un mécanisme et un outil très important pour concevoir la finalité de l'homme. Et bien sûr, en soi, il est d'une fin, le fait de contenir en soi sa propre fin, téléologie. Et voilà, je vais faire à travers une rétrospective un peu historique et conceptuelle, une présentation un peu conceptuelle et synthétique, encore une fois, de la téléologie et de son concept dans son avancement historique. Donc je commencerai déjà par donner une définition, télos, c'est, comme je l'ai dit, ça vient du concept bien sûr d'Aristote, on retrouve notamment chez les Grecs, où il y avait encore une vision géocentrique, où bien sûr, que ce soit les comètes, les astéroïdes, enfin les planètes en général, étaient, ou la planète, et non pas le contraire, après Galiléo et bien sûr Copernic, la révolution copernicienne et les travaux de Kepler, on est bien sûr arrivé à l'héliocentrisme, mais à l'époque on était encore dans une vision dominante du géocentrisme, avec notamment les conceptions de Ptolémée. Donc il faut que, bon, je contextualise un peu ici, donc pour concevoir bien qu'est-ce que le cosmos pour les Grecs, ça veut dire qu'ils sont le centre du monde. Donc il y a des niveaux hiérarchiques, où il y a bien sûr l'armée, il y a les philosophes d'abord, ensuite il y a l'armée, et bien sûr il y a les esclaves et les hommes dans la police. Donc, dans cette conception, bien sûr, le concept d'Aristote, c'est de l'antéléchie, concept qui, dans la pensée aristotélicienne, qui est une dynamique, l'antéléchie qui s'oppose en réalité à la dynamique, la puissance, qui représente un état de potentialité. Donc, toute chose passe de la puissance potentielle d'être quelque chose à la réalisation de ce potentiel même. Donc, l'antéléchie désigne donc l'état où un être a atteint sa pleine actualisation, notamment un exemple donné, une graine est en puissance un arbre. Donc, dans son développement, il devient intelligible. Un être atteint sa pleine actualisation. Donc voilà, il y a un aspect ici très cosmique, cosmique et naturaliste, notamment chez Platon, chez Aristote, chez les stoïciens aussi. Mais il faut bien comprendre ici qu'on a une conception du bios theoreticos aussi chez Aristote, où il y a une conception de la police et de la politique en tant qu'acte. Ça, c'est un peu, je dirais, la base, on va dire, grecque, mais j'aimerais ici mettre une distinction fondamentale, et je vais dans cette vidéo continuer dans cette distinction, mettre une différence fondamentale entre la téléologie des Grecs et le télos des Lumières. Donc, chez les Grecs, bien prendre en compte qu'il existe dans l'univers qui possède une finalité intrinsèque, ou orientée fondamentalement, de manière fondamentale, que ce soit par un principe transcendant chez Platon ou par l'antéléchie, comme je dirais chez... notamment ça a suivi Platon et les néoplatoniciens, mouvement transcendantal, ou chez Aristote, l'immanence chez Aristote. Donc, le cosmos, la nature, les êtres vivants sont compris comme ordonnés, vers une fin, un aboutissement qui leur est propre bien sûr. Donc l'être humain de son côté s'inscrit dans un grand ordre finalisé. Donc la vertu de l'homme, ses principes, son ordonnance dans le cosmos consiste à saisir et à suivre l'harmonie de cette finalité cosmique. Donc à travers la politique, l'éthique, il se voit s'émanciper à travers des dynamiques non pas que rationnelles, mais qui sont en réalité immanentes, innées dans sa conception même de la police. Police, on parle ici de, bien sûr, d'État. Donc, et alors que moi, ce que je voudrais mettre en avant dans cette vidéo, c'est le télos des Lumières. Et notamment, à quel point, enfin, j'expliquerai dans cette vidéo, qui pour moi, le télos des Lumières est beaucoup plus pertinent dans notre temps actuel que le télos des Grecs, qui va toujours préfigurer, enfin, qui va mettre en avant une vision cosmique et bien sûr déiste, donc chez Platon transcendant, donc où Dieu aurait en quelque sorte une vision un peu il y aurait une naissance comme ça, des effluves de Dieu. Donc voilà, donc le télos des Lumières, à l'époque des Lumières, moi ce que j'entends
pour moi et pour la conception, hein. On parle notamment de l'Aufklärung, hein, période des Lumières, hein, à l'époque des Lumières, dont notamment Kant, hein, et la finalité se déplace de la nature, du cosmos, vers la raison humaine et morale. C'est ça qui est important, hein. Donc on passe du naturalisme, du cosmique, à la raison humaine et à la moralité, hein. Le but ultime n'est plus imposé par un ordre cosmique préexistant, comme je le disais, comme Dieu ou comme une entité essentielle, mais se construit à travers l'usage autonome de la raison et la poursuite d'idéaux universels. Donc bien sûr, dans le monde moderne, on comprend bien tous ces attributs comme la liberté, la dignité, le progrès. Donc le progrès, encore une fois, j'essaierai ici de prouver qu'il y a une vision non pas que linéaire, dans son sens plein, hein, ou émergent, hein, les théories de l'émergentisme, hein, comme quoi, biologiquement parlant, il n'y aurait pas de finalité, de raison, hein, où il y aurait des spontanéités, hein, d'actes, et les gens seraient tout simplement des animaux, hein, c'est quelque sorte un espèce de darwinisme, hein, darwinisme assez sommaire, mais néanmoins qui explique pour eux, d'une manière biologique, et comment s'est vu arriver l'homme, ou même l'existence, non pas l'existence, mais dans un aspect plus psychologico-évolutif, hein, de l'homme. Donc ici, j'aimerais mettre en perspective ces deux aspects, hein, donc la moralité comme la raison humaine, et bien sûr l'aspect cosmique des Grecs. Donc, bien sûr, cela implique dans le monde moderne l'universalisme, et bien sûr, cette démarche met l'accent sur l'homme comme législateur de sa propre fin, hein, libérant la raison de toute dépendance métaphysique ou religieuse. Néanmoins, on reste quand même dans une métaphysique, parce que le télos implique une métaphysique, même pas au sens essentiel, mais au sens englobant, hein. Il faut concevoir une métaphysique qui pourrait être immanente, hein, une transcendance dans l'immanence. Donc, je pense qu'ici, on a fait le topo, hein, de la distinction. Maintenant, je vais mettre en exergue ce que j'entends par progrès. Hein. Donc la problématique, hein, se concentre souvent sur considérer comment un mouvement linéaire vers un mieux ou un plus avancé. Mais est-il vraiment porteur d'une valeur en soi intrinsèque ou dépend-il des conditions de contexte ou d'interprétation, encore une fois, historique? Donc l'objectif, présenter l'idée que malgré ces critiques, comme notamment actuellement on peut les voir à travers l'écologie et la politique, ou les critiques anthropologiques, hein, défendent l'existence d'un horizon du progrès à travers la justice, la rationalité et bien sûr orienté vers un ancrage humanitaire. Donc j'aimerais mettre en relation bien sûr ici Hegel, la ruse de la raison, Kant et la finalité, et l'accomplissement de... Donc l'enjeu philosophique est majeur, hein, puisqu'ici on va mettre en lieu la finalité de l'homme, hein. Pour Kant, on commence déjà premièrement par la nature et la providence, qui auraient doté l'humanité, hein, de la raison pour qu'elle puisse se perfectionner moralement. L'histoire est donc orientée vers l'émergence d'une société plus rationnelle et juste. Donc je cite, hein, Kant, « La nature veut que l'homme tire de lui-même sa propre raison, tout ce qui dépasse l'ordonnance mécanique de son existence animale. » Donc on voit ici déjà les commencements, bien sûr dans son livre, hein, l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, qu'il y a aussi une universalisation et dans une conception, peut-être dans une finalité d'un ordre mondial. Mais cela ne signifie pas qu'il faut être pour autant un cosmopolitiste ou qu'il faudrait ouvrir toutes les vannes migratoires, etc. Non, cela veut dire qu'il y aurait une raison, hein, dans une dynamique et une perspective historique. Bien sûr, parce que la raison pourrait, en quelque sorte, englober que ce soit des Indiens, des Américains, des Russes, des Européens, etc., dans une gouvernance où la raison pourrait dominer, hein. Bien sûr, notamment les questions du nucléaire et les questions de l'écologie notamment, hein. Donc, mais on y reviendra. Donc voilà, les citations. Donc, les progrès comme tâche rationnelle, hein. Le progrès n'est pas un processus automatique, hein. C'est un idéal régulateur qui guide l'action humaine, les conflits, les guerres, les rivalités. L'humanité se développe des institutions plus éclairées. L'idée kantienne est qu'à travers les tensions politiques et sociales, les hommes finissent par reconnaître la nécessité d'un cadre légal et moral commun. Donc cette téléologie historique viserait l'établissement d'une société civile cosmopolitique, hein, où la raison pratique et dignité humaine sont respectées universellement. Bien sûr, politiquement parlant, très, très compliqué de l'appliquer, mais néanmoins, on peut voir ici une dynamique, donc la constitution d'États de droit républicain qui, par extension, formeront une fédération ou ligue de nations. Chez Hegel, maintenant, on passe à Hegel, hein. Hegel perçoit l'histoire comme processus dialectique, l'esprit ou la raison qui se réalise à travers les contradictions et les luttes pour la liberté, hein.
On peut dire qu'il y a chez Hegel une téléologie forte, mais plus centrée sur l'aspect historique et celui de l'avènement de la liberté et de l'État. Des concepts clés comme la dialectique historique, l'autoréalisation de l'esprit ou la liberté comme finalité. L'autoréalisation pour Hegel, le Geist, je fais une distinction déjà auparavant, il y a le Zeitgeist et le Volksgeist, c'est l'esprit des temps et l'esprit des peuples chez les Allemands. Donc il faut comprendre ici que se déploie dans le Geist se déploie dans le monde, cette raison en acte, ou russe de la raison, utilise les passions humaines et les grands personnages historiques pour accomplir son projet, la réalisation de la liberté. La liberté comme finalité, bien sûr. L'aboutissement du processus historique hegelien est la reconnaissance de la liberté par tous, incarnée dans l'état rationnel ou l'état moderne. L'histoire mondiale est donc le marché vers la liberté universelle. Donc la marche, même si elle est jalonnée par des violences et des régressions apparentes. Il faut comprendre ça dans son, bien sûr, on a tendance à dire toujours soumettre que Hegel, dans son triptyque, thèse, antithèse, synthèse, en réalité c'est les post-hegeliens qui l'ont soumis, en réalité c'est l'être, le non-être et le devenir, en réalité. Mais on va articuler ça à travers ça, donc chaque époque apporte un conflit qui se résout en une forme plus élevée de conscience et d'institution politique. Ça c'est un peu la conception hegelienne. On va notamment partir chez Spengler, ici, donner du contexte général dans le déclin de l'Occident. Spengler, en 1918-1922, Spengler s'oppose à l'idée d'un progrès linéaire. Là, on rentre dans la contradiction. Il propose une vision organiciste des civilisations. Elles naissent, croissent et meurent comme des organismes vivants. Donc une vision assez cyclique, qui ne prennent pas en compte pour moi suffisamment le politique et la totalisation de l'État. Mais ça, c'est une autre question. Il est donc sceptique quant à toute finalité universelle de l'histoire. Donc les cycles culturels, chaque culture, au sens spenglerien, suit un cycle de croissance, d'apogée, de déclin. Il n'existe pas il n'existe pas pour Spengler d'histoire universelle, mais plutôt des trajectoires culturelles et multiples. Donc il y a un déclin inévitable chez Spengler, et Spengler insiste sur la fatalité du déclin et à la civilisation qui succède la culture, en phase de vieillissement. L'Occident, selon Spengler, est entré dans une phase de décadence. Mais la décadence aussi, c'est de dégradation, je dirais plus de dégradation que de décadence, parce que la décadence implique un aspect assez téléologique aussi. Donc le rejet de la théologie linéaire, comme on l'a vu et entendu chez Kant ou Hegel. Spengler nie l'idée d'un progrès moral où réalisateur continu, où il y a une rationalisateur continu de l'histoire. Et marqué par il faut bien comprendre que pour contredire, chez Spengler, l'histoire est marquée par les rythmes, les cycles, et non pas par un but ultime, au sens global. Je voudrais aussi mettre en relation Spengler avec Arnold Toynbee, un grand historien, et dans son gigantesque ouvrage d'études sur l'histoire, Toynbee examine la naissance et le développement et le déclin des civilisations. Il est aussi en quelque sorte pessimiste, aussi pessimiste que Spengler, car il introduit l'idée de challenge et de réponse, compétitivité et réponse, mais il souscrit pas non plus à un schéma linéaire du progrès assuré. Donc les civilisations pour lui évoluent, relevant ou non des défis qui représentent la guerre, les crises écologiques, etc. Et la civilisation multiple, comme Spengler, Toynbee estime lui aussi qu'il y a une histoire unique de l'humanité et plusieurs histoires simultanées. Donc chaque civilisation ayant son propre parcours. On pourrait voir ici la civilisation égyptienne, assyrienne, babylonienne. Ensuite, il y aurait même à l'époque encore, où il y aurait les Sumériens et les Kassites, où il y aurait des civilisations multiples avec d'autres compréhensions et d'autres mœurs, cultes, etc., qui se verraient donc à leur apogée, et ensuite comme les Égyptiens, qui ont été, comme les Babyloniens ont vu leur fin, les Égyptiens, etc., comme la Rome, la Grèce par les Romains, etc. Donc il y a toujours des dynamiques comme ça qui voient des fins à des civilisations qui, pour lui, il n'y a pas d'histoire universelle téléologique. Donc contrairement à Spengler, Toynbee n'affirme pas qu'un déclin soit systématiquement irréversible. Donc ça c'est l'acte du politique, et le renouveau peut advenir si la société arrive à innover face au mais rien n'assure une finalité positive globale. Donc chez Aristote, comme on l'a vu, l'histoire globale, car pour lui, pour Aristote, la téléologie est plutôt immanente. Chaque être, chaque chose, une cause finale qui guide son accomplissement. Il ne parle pas au sens
l'histoire humaine au niveau macro. On parle ici au niveau macro, macrocosme. On ne rentre pas dans le microcosme. On parle ici de tout ce qui se réduit à l'homme et son avancement dans le temps et dans l'espace. Donc, on considérer ces questions, je les ai mis un peu en contradiction. Maintenant, j'aimerais mettre en avant des théoriciens du XVIe siècle, notamment Thomas Hobbes, ou aussi notamment dans le Léviathan, et bien sûr Rousseau. Donc chez Hobbes, on pourrait voir qu'il décrit aussi l'état de nature comme une guerre de tous contre tous. Sa célèbre citation, Bellum omnium contra omnes. Et il fonde l'idée du contrat social, bien sûr, pour assurer la sécurité. Pour Hobbes, l'institution de l'État protège les individus, mais n'implique pas une notion du progrès moral ou d'histoire finalisée. Les trois concepts clés, je dirais un peu comme ça, c'est l'état de nature, garantie et sécurité à travers le contrat social, donc on est dans une posture contractualiste chez Hobbes, et bien sûr pas de progrès moral automatique, parce qu'on est tous des animaux désireux, et nos peurs nous façonnent, donc les peurs sont en réalité, je dirais, une atteinte à notre continuité. On ne pourra pas à travers la peur, c'est l'État qui doit prendre sur la peur des gens. Et donc les êtres humains par nature sont mus par la crainte, et la mort, comme je disais, la violence et le désir. Et pour conserver leur vie, il n'y a pas de raison de supposer un perfectionnement spontané de la morale humaine, mais plus une conception de garantie. La finalité première des institutions est de mettre fin à la violence naturelle et créer un pouvoir souverain capable de faire respecter la paix. Et bien sûr, pas de progrès moral dans le sens où Hobbes, la peur et la raison motivent la création du Léviathan. Donc une fois établi, l'État empêche la régression et la barbarie, mais ne suppose pas un idéal de perfection morale et historique. Donc, si on ne veut pas intellectualiser la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, on dirait tout simplement que l'État est là pour civiliser les guerres civiles. Donc voilà, et là on passera à Jean-Jacques Rousseau, j'aimerais passer sur Jean-Jacques Rousseau, dans une vision un peu plus rousseauiste, où Rousseau accorde une place majeure à la perfectibilité de l'être humain. Il pense que l'homme est libre et susceptible d'évoluer, mais cette évolution est ambivalente, puisqu'il faut bien comprendre qu'il quitte à conduire au pire l'aliénation, les inégalités, ou au meilleur la liberté collective. On trouve ces thèmes chez Rousseau, notamment dans Discours sur l'origine des inégalités du contrat. Trois concepts, je dirais, fondateurs. Et chez Rousseau, ça pourrait être la perfectibilité, la volonté générale, le progrès possible mais non garanti. Bien sûr, dans le contrat social, la volonté générale exprime l'intérêt commun et permet l'autonomie de tous. C'est la base d'un ordre politique juste qui rend possible un progrès politique et moral, mais ce n'est pas bien sûr automatique, puisque l'homme est la nature corruptible de l'homme. L'homme est bon par nature, mais la société est corrompue. Ce qui notamment a vu face à des critiques comme celle de notamment Benjamin Constant ou d'Alexandre Tocqueville, ou la démocratie de la majorité ou tyrannie de la majorité notamment. Donc voilà, Rousseau ne croit pas au progrès historique, historiquement nécessaire, si les hommes réunissent sous ces lois justes, et forment un vrai pacte social, mais que la corruption ou la tyrannie peuvent tout aussi bien l'emporter. Donc voilà, pour conclure, Kant et Hegel incarnent en quelque sorte l'idée d'une téléologie ou d'un sens fort de l'histoire, morale et cosmopolitique, pour Kant, dialectique de la liberté pour Hegel. Et en contradiction, donc j'ai reconnu que Spengler ou Toynbee sont plus sceptiques envers la notion du progrès linéaire. Et on voit ici la régression comme une fatalité. Tandis que Toynbee mise aussi sur les capacités de réponse aux défis sans garantie de succès. Chez Hobbes, on voit la société de l'État surtout au moyen de la sécurité sans imaginer le destin progressiste de l'humanité, mais on pourrait voir dans le contractualisme de Hobbes une rationalisation et par l'état de contrôle cette notion de raison pour tous, de contrôle. Donc on pourrait voir ici aussi un progrès. Le progrès ne doit pas être tout simplement qu'être progrès, doit être vu comme une ascension vers une morale universelle aussi, vers des protections qui pourraient jouer à tous. Rousseau envisage la perfectibilité comme possibilité d'émancipation, mais reconnaît la fragilité de ce projet. On pourrait voir ici que le progrès, sa perspective contemporaine, aussi chez Fukuyama, l'idée d'une fin de l'histoire, d'une forme de libérale démocratie globale, pose la question de l'aboutissement possible du progrès. Donc les enjeux politiques et sociétaux, les institutions qui éduquent la société, cadres moraux, politiques, économiques, dans bien sûr le système capitaliste, lesquels peuvent être facteurs d'égalisation ou d'aliénation. Je dirais que les enjeux écologiques, comme le progrès technique et la responsabilité
et la responsabilité de son autodestruction. On peut s'autodétruire. La crise climatique, la pollution massive, l'extinction des espèces, etc. Ou peut nous fournir des moyens de réformer nos pratiques, à travers bien sûr l'écologie scientifique ou les énergies vertes. Donc l'idée directrice, pour moi, je dirais que le progrès, loin d'être un concept neutre, est porteur d'une norme morale et politique. Il n'en est pas seulement un fait, mais aussi une visée. Je souligne ici bien sûr la distinction conceptuelle fondamentale, notion clé, auteur de concept, idée et chronologie. Bien sûr, il faut comprendre ici qu'il faut faire une distinction entre le progrès, encore une fois téléologique, des Grecs, qui sous-tendent, les Grecs qui sous-tendent le télos à travers cette conception de l'harmonie, d'une transcendance chez Platon, l'immanence chez Aristote. Donc, mais l'un est plus praticable, le bios théoretikos d'Aristote, et l'autre Platon, qui est plus de l'ordre transcendant, ou les essences, et bien sûr de Dieu. Les conceptions déistes, on pourrait voir ici, comme notamment Voltaire. Voltaire aussi a été déiste. Voltaire était déiste à l'époque des Lumières. Donc, il faut concevoir ça. C'est très important de mettre ces distinctions pour concevoir que, pour moi, il y a plus de pertinence dans le télos actuel que le télos des Grecs, qui est plus cosmique, et plus essentialiste. Donc, alors que le télos et la raison morale actuelle est centré bien sûr sur une accentuation sur l'autonomie et la rationalisation des êtres humains et la domination de ces êtres dans leur nature. Donc, il faut comprendre la dimension téléologique ici, de téléologie classique. Même chez Thomas d'Aquin aussi, on le voit, les êtres et une cause finale interne à sa nature. Et chez Marx, philosophie du progrès, l'histoire est le lieu d'une réalisation progressive de la liberté ou d'une raison historique immanente, et bien sûr contre, je dirais, les théories de l'émergence. Tout ça va à l'encontre des théories de l'émergentisme qui, pour eux, les phénomènes complexes comme l'évolution culturelle, scientifique, obéissent à des lois non linéaires, sans finalité prédéterminée. On peut voir ici des orientations de survie, reproduction et exploration sans nécessairement valider un télos ultime. Donc l'approche anthropologique est pertinente, c'est la domestication, qui pourrait accentuer cet argumentaire sur la domestication. Là, on rentre dans le vif du sujet, sans les définitions, par donc l'agriculture, l'irrigation, la sédentarisation. L'humanité se libère partiellement de la dépendance brute à la nature, ce qui entraîne la complexification des sociétés. Donc, on voit les chasseurs-cueilleurs, le calculi, la politique comme but, les possibilités de penser des normes universelles, des institutions, etc. Donc, les conséquences peuvent être l'accumulation de techniques, division du travail, donc je disais, à travers le surplus, bien sûr, justice plus universelle, loi, droit. Donc, comme disait bien Durkheim, est-ce que c'est les droits qui suivent les mœurs ou les mœurs qui suivent les droits? Les mœurs suivent, les lois suivent les mœurs. Les lois ne font qu'en canoniser tout ce qui est anomique. Donc on voit ici qu'il y a bien sûr une conséquence d'accumulation de techniques, et le progrès technique social n'est pas pu. Donc hiérarchie et démocratisation. Très important de prendre en compte. Les surplus de production peuvent alimenter des inégalités. Donc ces inégalités sont, oui, naturelles, mais elles sont devenues plus contrôlables, donc émancipatrices à travers ce surplus même. Mais aussi soutenir l'émergence d'une sphère intellectuelle. Le surplus soutient l'émergence d'une sphère intellectuelle. Donc art, philosophie, science. La démocratie, en théorie, rééquilibre ces disparités. Donc c'est une idée assez directrice. Le progrès est un concept multidimensionnel, moral et technique, politique, et bien sûr englobé dans une anthropologie. Donc on distingue entre la notion d'une fin dernière et celle d'un processus sans fin prédéterminé, mais porteur d'innovation normative. Donc j'aimerais donner lieu, d'une manière un peu chronologique, quelques repères encore historiques, pour bien concevoir tout ça. Donc, encore une fois, il y avait donc la finalité de télos, des stoïciens, l'époque des Lumières, fracture avec l'obscurantisme, des foi et la raison, en science, et l'amélioration continue de l'humanité. On voit naître l'universalisation, l'universalisme, les droits de l'homme, l'égalité. Donc, on a passé, bien sûr, Marx, Hegel, on a passé Darwin, l'idée d'une évolution graduelle aussi, voire d'un sens de l'histoire, quel que soit dialectique, matérialiste, etc. Bon, bien sûr. Et bien sûr, le XXe siècle, on arrive bien sûr à la confrontation de la crise écologique et à l'anthropocène, notamment les concepts de l'entropie et la négranthropie. On doit toujours être en situation de en quelque sorte, s'auto-protéger. On doit se soumettre et bien sûr
l'homme comme force géologique. Reconsidération de la place de l'homme dans le progrès technique doit être canalisée par des mouvements par les nouvelles institutions, notamment la COP21 ou les accords internationaux. Donc les principales divergences du progrès linéaire contre le cycle de décadence, on voit que l'émergentisme contre le finalisme a une direction obligatoire, la fin de l'histoire, ou bien le développement imprévisible conditionné par des facteurs culturels et scientifiques, qui sont aussi environnementaux. L'idée directrice, retracer cette chronologie, fait ressortir les tensions internes de la notion du progrès. Parfois, on conçoit comme nécessaire et irréversible un mythe occidental ou une pure construction idéologique. J'aimerais fournir un critique au long du contextualisme et de l'émergentisme, qui pour moi se trouvent être non pas pertinentes. Elles sont pertinentes dans une vision, on pourrait isoler des facteurs historiques, mais il faut comprendre ici que la moralité ne se réduit pas à des évanescences ou à des contextes historiques seulement. On n'est pas toujours, il y a des aspirations comme ça, communes, il y a des idéaux, il y a des visions plus grandes, plus larges, etc. Donc il y a des conceptions, donc des visions destructrices, exemple. Je sais pas, l'urbanisation agressive, la pollution, la surexploitation, les menaces nucléaires, etc. Le progrès est accusé de nuire à la planète. Mais remettant en cause l'horizon positif d'une histoire continue, c'est ça la complexité. On ne peut pas remettre en cause la raison, la domination de la nature par la raison, la crise climatique, qui nous ont obligés de reconsidérer la raison et de reconsidérer les instances politiques en développement, mais néanmoins. Bien sûr, la technique aussi. La technique et les sociétés qui sont beaucoup plus technologiques et avancées donnent beaucoup de place à cette notion de progrès. On voit bien à travers ces dynamiques la raison de l'homme dans cette considération, donc comme les institutions, comme frein au moteur du progrès aussi. L'État, les lois, l'éducation peuvent instituer le capitalisme, la morale, la socialisation. Parfois, elles brident l'innovation ou enferment dans les hiérarchies. Les inégalités, le progrès technique est parfois accru des disparités. Donc, je dirais ici que le processus de l'émergentisme, qui dit, donc le processus non linéaire, les sciences de la complexité, la biologie, l'évolution, les sciences cognitives montrent que l'humanité évolue par l'émergence successive, sans plan directeur rigide. Malgré l'absence de plan prédéfini, on observe des tendances récurrentes, autonomie, survie, exploration. Cela laisse la place à un quasi-télos s'épanouir, se perpétuer, se développer. L'un n'empêche pas l'autre, c'est juste que l'autre englobe le précédent. On englobe l'émergentisme par notre raison. Donc pour ce qui est d'une défense, on peut dire bien sûr que l'humanité a gagné en espérance de vie, en savoir, en possibilité d'agir. Les indicateurs de mortalité infantile, l'accès à l'éducation s'améliore globalement, même s'ils ne garantissent pas l'harmonie universelle. Encore une fois, c'est un défi. C'est un défi qu'on se lance dans la perspective de la fin en soi. Il faut concilier l'ambition transformante, propre au progrès, avec les limites écologiques, éthiques et sociopolitiques. Donc on peut revenir toujours en arrière à travers le politique. Il faut garder une cohérence globale pour insister sur ce télos. Cette critique montre bien que le progrès n'est ni purement linéaire, ni dénué de sens. Il se confronte à des contradictions internes, destruction, réforme, inégalité, et universalisation. Bien sûr, on partait du fait que l'idée d'une finalité accomplissante de la raison, de la vertu, le télos moderne. Donc il faudrait remettre ici face à le télos contemporain, face à l'anthropocène. Et on présente une forme de finalité collective à l'échelle planétaire. Survie de l'espèce, gestion de la biodiversité, la justice climatique. Et les arguments, pour moi, qui sont clés, sans horizon, qu'ils soient théologiques, philosophiques, culturels, l'histoire humaine manque de cohérence. Et nos actions perdent de leur axe moral. Donc, pour toute forme de relativisme, l'existence d'un télos rationnel, même minimal, peut justifier la recherche d'une universalité des valeurs. Donc ici, le rôle de la raison est régulatrice, la raison comme régulation en soi. De même manière que la sédentarisation a mené à la civilisation. Loi, culture, la raison scientifique et politique peut guider les transformations écologiques et sociales. Donc oui, si on soutient qu'il existe un invariant normatif, améliorer la condition humaine, prolongement de l'émancipation, élargir la sphère de la liberté, etc. Oui, le progrès a une valeur intrinsèque. Si on considère que toute amélioration dépend de contextes qui peuvent gérer autant de risques que d'avancées, alors non. Donc moi, je reconnais encore une fois, télos et l'anthropocène. Il faut reconnaître que l'humanité
c'est désormais force géologique majeure, et que l'orientation de ce pouvoir doit être pensée en accords internationaux, innovation technologique et écologique. L'arme nucléaire, on peut donner une propre fin à soi-même. On peut s'auto-détruire et s'extirper, en quelque sorte, universellement de la planète. On peut la détruire d'une manière partielle. Donc, cette audace est remise en question. La question politique, faut-il imposer des normes globales pour préserver l'avenir? La question morale, le progrès reste-t-il un projet émancipateur ou un instrument au service de la domination? Et la question philosophique, peut-on concilier un télos de l'histoire avec la complexité émergente et imprévisible de nos sociétés? Donc il faut remettre ça en perspective il faudrait remettre ça dans une perspective plus globale et fondamentale, je dirais. Fondamentaux, la question n'est pas aussi... Ce qui est important, c'est que dans le télos du XVIIIe siècle, quand on sort en quelque sorte de l'obscurantisme pour advenir à des conceptions de la raison, de la justice, des institutions politiques. Il faut comprendre ici qu'on en advient à deux dynamiques. Une qui est fondamentale, qui se trouve la dynamique métaphysique. On voudrait accentuer sur cette finalité, où les choses ont une propre fin en soi, comme la connaissance, exemple. La connaissance a une valeur intrinsèque. Connaître pour connaître. On n'a pas besoin d'attributs normatifs pour prouver que ce serait mauvais d'apprendre. Exemple. Donc, et bien sûr, en deuxième temps, la politique. La politique comme le plus haut sommet de la raison humaine, comme instance suprême qui régirait et qui donnerait fin à notre raison humaine, dans le sens où elle la promulgue, elle la met au sommet, et en même temps, elle arrive à la dégrader à travers des institutions ou tout simplement à travers les guerres. Donc, cette idée directrice d'une orientation progressiste n'ignore pas, bien sûr, les contradictions, elle assure la nécessité de baliser l'avenir par des valeurs et des fins rationnellement discutées, comme la dignité, la justice et l'épanouissement. Donc j'aimerais revenir sur la problématique du politique et bien sûr sur le temps et comment la politique, dans cette deuxième dynamique, donc bien sûr il y a un aspect métaphysique et je disais politique. Et il faut différencier ces deux aspects, puisque déjà théoriquement parlant, la distinction est assez flagrante, mais d'une manière moins fondamentale et plus pratique, on pourrait reconsidérer les deux choses dans une vision du temps, et comment la politique influence ou pourrait revenir dans le temps. Je m'explique. Notamment chez Spengler, sa vision cyclique du temps, et notamment des civilisations, plus des civilisations que le temps, laisse à désirer la considération du politique. On pourrait voir ici que, je sais pas, à l'époque de 1900, à l'époque de la prise de pouvoir de Hitler, de 1933 jusqu'à la fin de la guerre 45, on pourrait voir en 1945 un retour en arrière. Après Nuremberg, on pourrait voir un retour en arrière et non pas pousser vers l'avant. Je m'explique. Il faut faire une distinction entre l'irréversibilité du temps comme cadre physique et politique pour comprendre l'idée du progrès. La force normale, donc il faut faire une distinction entre l'irréversibilité du temps et l'irréversibilité d'un état dans le temps. La force normative de l'idée du progrès, la dimension téléologique ou l'éducation morale. Le but est d'expliquer fondamentalement, de manière complexe et descriptive, en mobilisant des exemples concrets. Donc je vais essayer de donner des exemples pour pouvoir accentuer. Donc l'irréversibilité du temps comme support et contrainte du progrès. Cadre physique et politique, contrairement à certaines conceptions, cycle éternel, retour perpétuel, la conception moderne du temps est ce qui s'écoule de manière linéaire et irréversible. Ou l'instantation. L'histoire ne repasse pas deux fois par la même étape et la même façon. Une révolution industrielle ou une découverte scientifique marque une rupture, un avant et un après. Et alors que le fondement politique et social, les institutions, les lois, les constitutions, les systèmes éducatifs traduisent et mesurent cette progression dans le temps. Une fois à nouveau le droit reconnu, je sais pas, suffrage universel, les abolitions des privilèges, on pourrait revenir en arrière et relever revenir en arrière se relève très complexe, voire impossible politiquement. Lien avec l'idée du progrès est que mesurer le changement et l'irréversibilité donne un sens au mot du progrès. C'est ça qui est important, le concept même. On compare un état intérieur moins développé technologiquement, moins égalitaire, à un état postérieur, amélioré sur certains points. Donc cette croissance est acquise au fil du temps, des connaissances s'accumulent, exemple, développement des vaccins, l'innovation industrielle, avancées juridiques, et les sociétés se dotent d'institutions et d'infrastructures qui ne disparaissent généralement pas du jour au lendemain. Donc des exemples concrets, la révolution numérique. Une fois qu'Internet s'est développé, les usages sociaux et économiques se sont transformés
irréversiblement. Il serait très difficile d'abolir le numérique et de revenir à une ère pré-Internet sans conséquences majeures. Pour nos sociétés, on devrait, notamment, ça peut être fait, si on prend un exemple, si demain il y aurait une crise économique ou un conflit majeur, se retrouver sans électricité ou sans accès à Internet pourrait mettre à mal psychologiquement beaucoup d'individus et d'agents sociaux, et notamment les jeunes qui sont totalement enclins dans ces aspects. On est tous enclins, c'est pas la question des jeunes, c'est juste une question psychologique. Si on enlève un écran à un jeune enfant, il sera beaucoup plus affecté psychologiquement qu'une personne qui sera née dans les années 80. Mais cela n'empêche que la personne des années 80 aura aussi d'enclin ou aussi autant de chances d'être psychologiquement atteint. C'est juste il y a un niveau de gradation ici. Donc on est tous à peu près embarqués dans la même problématique. Donc voilà. Donc je disais, c'est les limites et les tensions, les risques de fuite en avant. L'irréversibilité temporelle peut entraîner une perception fataliste du progrès. On avance toujours, mais parfois sans maîtriser les conséquences. Notamment la pollution irréversible, la destruction des écosystèmes, ou la destruction de la nature massive, comme les tigres de Sibérie, le tigre de la mort. Il y a notamment années 90, 80 si je ne me trompe pas, a été en déclin et ensuite a revu son espèce revenir par la domestication de l'État russe, qui a réintroduit cette espèce, donc il a promulgué. Donc voilà, donc il y a des limites et des tensions à ce progrès. Donc l'armement aussi, on pourrait prendre l'exemple comme l'armement nucléaire, qui a bouleversé la géopolitique mondiale, notamment à travers la Deuxième Guerre, après post-Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, avec les missiles balistiques V1 et V2, comme notamment chez les Allemands. Enfin, le V2 n'a jamais été lancé, mais néanmoins. Et une fois la bombe atomique inventée, impossible d'effacer cette connaissance. Donc, que ça soit bombe H, la Tsar Bomba, c'est chez les Russes, l'une des bombes atomiques les plus massives et destructives de l'histoire, et donc qui pourrait mettre hypothétiquement fin à notre civilisation. Donc on avance toujours, mais parfois sans maîtriser ses conséquences. Et donc notamment l'armement nucléaire et la course à l'armement s'ancre alors dans le temps et nous confronte au risque de la destruction massive. La dimension idéologique, il faut bien comprendre la dimension idéologique ici. Certains discours politiques se servent de l'argument. Cet argument, on ne peut plus revenir en arrière pour justifier des réformes ou des orientations économiques, sans toujours se soucier de la pertinence à long terme. Donc ici, on pourrait voir que l'irréversibilité du temps et à la fois de fond qui structure le sens progrès est un levier politique, et elle ancre la notion de changement continu et de rupture. On ne revient pas au passé tout en posant la question dans quelle direction irrévocable allons-nous, avançons-nous. Mais on revient dans le temps, encore une fois, si on regarde le temps non pas comme un instant T, mais le temps comme une reconsidération et une reprise en main des institutions. Donc on peut changer, et le changement n'est pas un renouveau, mais un retour en arrière. Notamment, comme je dis, l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, où à l'époque actuelle, où tout est plus ou moins mis en commun dans une époque globale, mais soudainement, si demain la Russie, la France, etc. fermeront leurs frontières, cela impliquera des dynamiques très différentes et qui pourraient changer d'une manière irréversible certains phénomènes sociaux. Donc voilà. Donc il faudrait considérer ça dans une perspective où la culture, on pourrait voir la culture dans un aspect immanent, une transcendance dans la culture. Je m'explique. Donc il faudrait voir un horizon normatif où la culture serait téléologique dans son avancée, donc progressif, et qu'elle aurait une valeur en tant qu'émancipatrice et en tant que protection des siens et exemple de ne vole pas ton prochain ou ne commets pas de crime, etc. Donc le groupe donne l'accent même à cette émancipation. Donc on pourrait voir une transcendance horizontale, et non plus que verticale au sens traditionnel, comme notamment chez Platon, en termes d'essence et d'évanescence multiples de phénomènes. Donc cette force, bien sûr, comme je disais, la force normative, d'idée du progrès, la dimension théologique. L'idéologie au sens de dire que le progrès a une force normative à travers les institutions et les législateurs, ou même la Constitution. La Constitution, a priori,
est donné comme moralement universel. Signifie qu'il n'est pas simplement un constat des choses qui changent, mais aussi une injonction. Donc c'est une injonction ou un idéal des choses qui doivent aller vers le mieux, comme l'éducation morale et l'institutionnalisation. La démocratie n'est pas suffisante si elle n'est que définition ou que si elle n'est que ou conception politique, mais elle est en tant qu'elle est institutionnalisable. Tant que la démocratie est une institution et qu'elle est applicable à la société et aux psychotypes ou aux psychologies et au vouloir des groupes sociaux qui sont à l'intérieur d'une police ou d'un gouvernement, d'une société, c'est là que la démocratie se met en place. Donc il faut instituer la démocratie comme institut, c'est très important de concevoir, puisque la démocratie existait déjà chez les Grecs ou même chez les Spartiates, mais c'était une démocratie non institutionnelle dans le sens où il n'y avait pas de liberté à proprement parler et d'autonomie rationnelle. Mais on devait tous quelque chose à quelqu'un. Si on n'était pas dans l'armée, on n'était pas des philosophes, on était des esclaves. Des esclaves ou des hommes qui travaillaient la pierre, des hommes qui travaillaient dans l'agriculture, etc. Mais on était des métèques. Les métèques, c'était encore quelque chose de différent, mais voilà. Donc il faut bien concevoir cet aspect-là, l'éducation morale, les institutions. Donc les sociétés éduquent leurs membres à travers l'école, la culture dominante, le langage politique et l'évolution historique. Donc qui tend vers qui tend vers plus de liberté, plus d'égalité. Cela crée un horizon cette attente-là est même impliquée en nous. Donc on juge le passé comme moins avancé et l'avenir comme amélioré. La morale et l'économie, les exemples éducation morale, les exemples civiques, notamment au XVIIIe siècle, l'idée de l'humanité se perfectionne via la raison, la science et la morale. Incite les États à éduquer la population. Donc il faut bien comprendre que l'époque des Lumières n'a pas en soi que l'aspect émancipateur de la raison, mais elle a aussi cet aspect de domination et d'éducation des autres. Donc d'une manière forger des citoyens éclairés. Donc en quelque sorte, c'est comme dire, voilà, nous, on se trouve être, nous les monarques, les féodaux, on se trouve être les dominants, l'élite, et vous, la plèbe, le tiers-état, comme à l'époque de la Révolution française, le tiers-état, vous nous devez quelque chose, et ce devoir deviendra acte d'émancipation. Donc on va vous éclairer, vous les citoyens, et on va vous valoriser sur le marché du progrès humain. Donc il faut considérer la domination des élites, aussi la domination des élites, et l'éclaircissement des droits civiques. Donc il faut savoir et se comporter et être intelligent. L'un et l'autre doivent aller de pair. L'intelligence seule ne suffit pas, puisqu'il faut articuler, bien sûr, les droits civils d'une personne moderne dans une société urbaine. Donc voilà, on peut donner un exemple majeur, les droits de l'homme, la force de reconsidérer ces droits comme acquis et historiques. La Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui confère une dimension quasi sacrée à la notion du progrès et des droits de l'homme. Ainsi, remettre en cause ces droits est perçu comme un retour en arrière qui serait moralement inadmissible. Donc il y a des fervents de ce modèle qui vont toujours accentuer vers cette continuité. Donc bien sûr, les institutions, le Parlement, les banques, la réglementation, les traités internationaux éduquent progressivement à l'idée que le développement économique croissant, productif, est symbole d'une société avancée. L'exemple le plus commun, c'est le modèle de la consommation. Les pays industrialisés promeuvent l'idée selon laquelle plus de biens, plus de technologie, plus de confort est signe de progrès. Cette norme, c'est exporté mondialement, même si elle est aujourd'hui remise en question par les problématiques écologiques notamment. La prépondérance de l'homme comme acteur, l'humain se pense acteur souverain de son destin, capable de s'extraire progressivement des contraintes naturelles, et la quête spatiale. On pourrait voir ici la NASA ou SpaceX communiquer sur le fait que l'avenir et l'humanité pourraient être multiplanétaires, prolongement ainsi des paradigmes d'une civilisation qui progresse en libérant des contraintes terrestres, etc. Même si cette ambition reste très controversée, je l'admets. Les tensions et les critiques de cette théologie elles sont remises en question à travers la théologie stricte contre un déterminisme. Exemple, certains philosophes qui voient le but ultime de l'homme, exemple Hegel, vous voyez bien que, encore une fois, que la réalisation de la liberté comme le mouvement inéluctable de l'esprit. D'autres estiment qu'il n'y a pas de finalité prédéterminée, seulement des processus. Donc le télos institutionnalisé, parfois un État ou un régime politique qui décrète un but moral ou économique, peut devenir une grande puissance.
ce qui dérive en propagande ou en justification de mesures autoritaires parfois. Donc cette forme normative prend l'état de légitimer les projets de société positifs, la création d'un État-providence, négatif, la course à l'armement. Mais néanmoins, et l'État-providence et la course à l'armement sont deux faits majeurs qui proviennent de cette conception téléologique et de ce progrès. Donc on pourrait donner ici ces deux aspects, l'irréversibilité du temps et la force normative du progrès, qui se rejoignent pour donner l'idée du progrès, sa puissance dans la pensée moderne. Et l'irréversibilité du temps ancrait la notion de progression, puisqu'on ne peut pas faire marche arrière. Chaque avancée se grave dans l'histoire si l'on compare l'état présent, l'état passé pour évaluer un gain ou une perte. La force normative, bien sûr, projette ces transformations dans l'avenir comme un objectif à atteindre, qu'il s'agisse de plus de liberté, d'égalité, de croissance ou bien sûr de maîtrise technologique. Donc l'exemple final, je dirais que, pour donner un exemple, au lendemain d'une crise majeure, exemple une révolution, une guerre, une pandémie, on pourrait voir souvent émerger un discours sur la nécessité de reconstruire en mieux plus d'hôpitaux, plus de justice sociale, plus de technologie verte, et l'irréversibilité serait dictée. On ne peut effacer la crise et la normativité, l'idéal du progrès, qui est notamment ici, qui doit être avancé vers un monde plus sûr et plus juste. La durabilité et le respect de la biosphère restent des enjeux majeurs dans l'horizon du progrès qui est porteur d'une conscience intrinsèque. Si le temps est irréversible, chaque choix compte et peut infléchir la qualité de ce progrès même. Et j'aimerais faire un point d'ancrage pour les Whigs. Les Whigs, l'historiographie du progrès, la conception Whig de l'histoire, qui est notamment impliquée partiellement ici. Conception Whig, ses origines, le terme vient d'abord de l'historiographie britannique, et critiqué par notamment Herbert Butterfield, dans le Whig interprétation de l'histoire. Et ce principe qui voit l'histoire comme un récit linéaire d'amélioration progressive, où l'apogée serait le modèle libéral parlementaire anglais. Toute l'évolution passée est vue comme une succession d'étapes inévitables menant à une modernisation libérale. Le réductionnisme ici simplifie l'histoire et en voyant une trajectoire univoque, eurocentrique, concentrée en notion du progrès sur l'histoire occidentale, États-Unis, Grande-Bretagne, bien sûr, et qui néglige d'autres trajectoires culturelles. Ça, c'est un aspect de prendre en compte parce que c'est vrai que dans cette conception téléologique du télos, on voit l'Europe comme centre de cette dominance institutionnelle, morale, qui inculque au monde entier sa dominance. Si on pourrait aller dire de 492 et découverte de Christophe Colomb jusqu'à la Première Guerre mondiale et la Deuxième comme quintessence, mais comme chute aussi. Donc, c'est bien sûr, il y a un réductionnisme, simplifie l'histoire en y voyant une trajectoire univoque, des critiques qui sont centrées sur la théologie implicite, représentant l'histoire comme orientée vers un but moralement positif, c'est les Whigs en question, et la théologie implicite. Donc l'alternative, le mouvement intellectualisé par les penseurs comme le Dark Enlightenment, les Lumières noires, par des positions selon lesquelles cette idée qui n'existe au sens inévitable du progrès est l'envers plus de démocratie et d'égalité, alors que pour eux, la démocratie est un leurre, souvent promeut une vision plus élitiste ou plus autoritaire de la société, qui restaure la monarchie, critique radicale de la démocratie. À la différence des Whigs, des progressistes, ces penseurs voient la modernité démocratique comme une possible dégénérescence, plutôt qu'un sommet de civilisation. Point commun, ils partagent parfois avec certaines théologies, mais inversées au pessimisme, comme une vision un peu ou Schopenhauer, par exemple, la vision pessimiste de Schopenhauer sur la non-progressivité de l'histoire. L'histoire pourrait bien mener à la décadence plutôt qu'à la liberté. J'aimerais ici prendre ça en compte, puisqu'il est très important de concevoir les Whigs et que d'une manière non intentionnelle, ce débat en vient chez les Whigs, mais je ne suis pas dans cette mouvance-là. Moi, j'essaie dans cette vidéo de faire comprendre que l'aspect progressiste de l'humanité est centré vers un progrès non pas que linéaire. On peut admettre un aspect émergent et contextuel des dynamiques sociétales. Mais néanmoins, il faut reconsidérer cette question que à travers un prisme macroscopique, donc à l'échelle de l'humanité. Que l'humanité en tant que telle a une dominance sur la nature et sur son espèce même, pour pouvoir être au-delà à travers l'État, la politique, les instances juridiques, la tripartition des États, comme notamment chez
chez Montesquieu, hein, cette conception vers un tout, hein, définit ces normes-là. Bien sûr que ça a une conception eurocentrée, hein, et c'est très compliqué de sortir de cette vision-là, hein, parce qu'on comprend bien qu'ici, il y a des organismes rationnels, hein, donc, notamment les conceptions kantiennes. Kant distingue la finalité externe, un projet que l'on pose concernant, hein, la finalité interne, naturelle. Chaque organisme vivant tend à réaliser sa propre forme. Donc sur un plan historique et moral, on comprend bien ici qu'on est dans une vision européenne, et bien sûr je parle beaucoup des périodes des Lumières, bien sûr que cela s'en va que je propose ici une conception très eurocentrée, hein, où l'humanité, hein, où l'Europe a en quelque sorte en elle une grandiosité intrinsèque à travers même les débats scientifiques, la critique intellectuelle, qui se sont vus s'affirmer qu'en Europe. Hein. On n'a pas vu beaucoup d'équivalents, ne serait-ce que le débat. Hein. Le débat et la critique. Donc voilà, ce télos kantien, hein, comme je le disais, est moral. La raison pratique nous enjoint de tendre vers la paix perpétuelle. Mais encore une fois, cette paix perpétuelle est compliquée à appliquer dans le sens où les politiques nationales, les dynamiques de la démographie et les insécurités actuelles qui font de cette conception parfois un sujet à débat, mais la critique notamment conservative. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour à travers ces aspects-là, remettre en question bien sûr tous ces aspects-là pour en advenir, hein, bien sûr, à la raison, hein, la grande raison qui a façonné l'homme à travers son temps. Donc voilà, ici, il faudrait remettre aussi en perspective les primitivistes. Hein. Je n'ai pas parlé des anarcho-primitivistes, des anarchistes, des sectes de tout genre qui soumettent l'individualisme, hein, des mouvements atavistes aussi, qui sont des fervents contradicteurs de la notion du progrès, hein, et qu'en réalité, mais qui sont des critiques fervents du capitalisme. On peut notamment mettre à mal toutes ces conceptions, dans le sens où toujours, il faut bien comprendre que dans cette vidéo, j'essaie de faire comprendre que le progrès a une valeur intrinsèque en tant que dominance de la nature par la culture. Donc la culture domine, la culture s'entrelace dans les dynamiques sociales, on crée des instances politiques, juridiques, les droits de l'homme se fondent sur une protection, contractualisme. On en advient à une société qui est régie vers un but solidaire, hein, et commun. On essaie toujours de totaliser, le politique essaie hein, bon, il y a une grande différence entre ce que le politique proclame et ce que la politique applique, mais néanmoins, cela reste des buts communs. Bien sûr, je n'ai pas parlé aussi des théories John Rawls, notamment sur la justice distributive, sur les problématiques des inégalités, mais j'ai essayé de donner une perspective un peu historique et argumentée dans des dynamiques qui sont contradictoires, hein, notamment l'émergentisme et le contextualisme, contre bien sûr l'aspect du progrès comme valeur intrinsèque à la progression de l'homme, hein, et de son autodestruction hypothétique s'il en avait ou lieu d'être. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez des commentaires, critiquez, donnez-moi donnez-moi lieu à ce qui aurait. Dites-moi ce que vous pensez. Voilà. Merci et à bientôt.